Bienvenue à tous, bienvenue sur Mini Story. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo qui va donc s'accaparer sur l'œuvre originale et unique de Louisa May Alcott, qui est évidemment Little Women, donc les quatre filles du Docteur March. Alors, je suis toujours dans la thématique des féminismes et donc de la question de comment est-ce que la femme est représentée à travers le temps, comment est-ce que le féminisme, la figure féminine a évolué et est-ce que dans cet ouvrage, on peut observer, oui ou non, une forme de féminisme? Est-ce que, oui ou non, on va limiter la figure féminine à étant purement et simplement une mère, une femme au foyer ou autre chose? Alors, dans un premier temps, évidemment, je vais devoir vous présenter l'auteur parce que, bon, voilà, à chaque fois qu'on fait une analyse littéraire, il est très important d'expliquer qui est l'auteur et qui est derrière vraiment cet ouvrage et cet ensemble de pensées. Dans le cas ici de l'auteur de Louisa May Alcott, on va vraiment voir que sa biographie, son histoire, va vraiment se retrouver en grande partie dans son ouvrage Little Women. On considère d'ailleurs que Little Women est une sorte d'autobiographie de la vie de Louisa May Alcott. Et donc, du coup, je suis obligée de vous parler un peu de ce personnage. Louisa May Alcott a vécu au 19e siècle aux États-Unis. Donc, elle a vécu de 1832 à 1888. Elle est morte plutôt assez jeune, hein, voilà. Et elle grandit aux États-Unis, exactement dans le Massachusetts et exactement dans la région de Concorde. Louisa d'ailleurs va passer le trois quarts de sa vie dans ces régions-là et elle ira aussi un petit peu en Europe. On retrouve évidemment ces deux lieux représentés dans l'ouvrage de Little Women. Et donc clairement, il y a une volonté de la part de l'auteur de décrire ce qu'elle connaît. Alors, elle va grandir dans une famille assez particulière, elle vit de la petite bourgeoisie protestante, hein, donc c'est une famille qui est éduquée dans la religion comme quasiment la majorité des Américains actuellement. Donc, elle grandit dans cette famille, voilà, de petits bourgeois lettrés protestants auprès d'un père philosophe, un philosophe transcendentaliste, donc c'est un courant qui était très en vogue à cette époque-là, et elle va donc très très jeune être éduquée à la littérature, au théâtre, à la philosophie, et très très jeune, elle va commencer à écrire. Elle grandit auprès de trois sœurs, donc c'est exactement la même configuration que dans son roman Little Women. Et comme c'est une famille qui n'a pas énormément de moyens, elle va devoir travailler pour aider sa famille et ses sœurs aussi. Et donc, l'idée qu'une de ses sœurs devienne gouvernante, l'idée qu'elle va devoir vendre toute une série de nouvelles, de poèmes pour aider sa famille qu'on retrouve dans le roman, c'est des choses qu'elle a vécues et on est dans le même contexte que son roman puisque à cette époque-là, nous sommes en pleine guerre de sécession aux États-Unis, hein. Donc c'est guerre qui oppose le nord et le sud du pays en ce qui concerne l'abolition de l'esclavage, hein. Et donc le nord est pour l'abolition de l'esclavage des Noirs essentiellement, hein, voilà. Et le sud est plutôt contre cette abolition puisqu'on a énormément de propriétaires de champs de coton ou autres qui emploient évidemment des Noirs africains à travailler. Et donc, on est dans un contexte bien particulier et ce contexte, on le retrouve aussi dans son roman. Louisa est une femme plutôt ouverte, plutôt féministe hein, pour son époque, hein. Je précise bien pour son époque parce qu'on verra bien que dans son roman, ben, même s'il y a une tendance féministe, c'est très limité hein, à cause du contexte, à cause de la société qui l'entoure. Et donc, c'est une femme qui se dit donc abolitionniste, hein, donc elle est contre évidemment la traite des Noirs. Elle est pour l'égalité évidemment entre les races, puisqu'on parle de race à cette époque-là. Et surtout, elle dénonce, elle critique ouvertement la position de la femme de la société. Elle ira et défendra d'ailleurs le droit des votes pour les femmes.
Et donc, clairement, elle se positionne en tant que féministe pour son époque. D'ailleurs, sur ce point-là, elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais voulu voilà, être dépendante d'un homme. Certains spécialistes, d'ailleurs, posent même la question si elle ne serait pas lesbienne, parce que dans son journal, elle affirme qu'elle n'a jamais été attirée par un homme, qu'elle n'a jamais ressenti ne fût-ce qu'une attirance pour les hommes et que c'était plus facile pour elle de trouver une forme d'attirance auprès des femmes qu'auprès des hommes. Et on pourrait dire que l'auteur, Louisa May Alcott, est une forme de féministe. Néanmoins, je dis bien féministe pour son époque parce que en analysant l'ouvrage, on verra que c'est vraiment un féminisme qui est très, très, très limité. Mais encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos, se dire féministe et avoir une femme, on va dire, qui remet en question, qui sort du carcan de la société, c'est quelque chose qui est très compliqué à certaines époques et le moindre petit pas peut être considéré comme une avancée. Et donc là, dans ce cas-là, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. Voilà, donc je vous ai présenté l'auteur de cet ouvrage. Maintenant, avant même de rentrer dans l'analyse pure et simple des personnages et donc de poser la question du féminisme, je voudrais insister sur l'importance de cet ouvrage d'Illumine, puisque c'est un ouvrage qui va avoir une très bonne réception hein, dès sa parution en 1868, et il fait partie vraiment de ces classiques de la littérature anglophone qui sera adapté plusieurs fois et de nombreuses fois que ce soit au cinéma, à la télévision. Et donc là, je vous présente de façon assez brève les plus grandes versions et les plus importantes, selon moi évidemment. Donc la première version date de 1933, donc c'est très très tôt, hein, donc c'est quand même un roman qui va être adapté très tôt au cinéma. Donc la première version de 1933, vous avez comme acteur clé, c'est Catherine Hepburn, donc ceux qui la connaissent, voilà, c'est quand même une figure clé du cinéma hollywoodien des années 30. Ensuite, vous avez une autre adaptation que vous voyez aussi ici de 1949, donc après-guerre, où vous avez une actrice toute jeune qui s'appelle Elizabeth Taylor dans le rôle d'Amy. Donc à chaque fois, ce sont chaque fois des adaptations avec des acteurs qui très souvent vont voir leur carrière décoller après l'adaptation de ce roman. Puis après, on parlera d'adaptations beaucoup plus récentes, hein, voilà. Donc la plus ancienne que vous voyez ici date de 1994, donc c'est celle que je connais le mieux. C'est donc cette adaptation avec Winona Ryder, vous avez Kristen Dunst, vous avez Claire Danes, vous avez Susan Sarandon, vous avez Amy McDonald. Bref, ce sont vraiment une brochette d'actrices qui sont encore aujourd'hui assez connues. Ensuite, au centre, vous avez une adaptation de la BBC. Donc, ce n'est pas une adaptation cinématographique, je dirais, mais pour les grands fans de littérature anglophone tels que moi, en général, les adaptations de la BBC sont de très très bonne qualité. Et donc cette adaptation est aussi la plus proche du roman. Hein. Et puis la dernière adaptation qui est très très récente, qui date de 2019, que vous voyez juste ici, qui est donc quand même avec des actrices aussi assez connues. Hein. Vous avez notre petit Emma Watson, notre petite Hermione qui joue d'ailleurs la grande sœur des quatre filles du docteur March. Voilà, maintenant je vais passer à l'analyse des personnages et donc essayer de voir si, à travers ces personnages, on peut observer une forme de féminisme, une forme de remise en question de la condition de la femme au XIXe siècle. Donc, dans un premier temps, je vous présente ici Meg, donc Margaret March, qui est donc l'aînée des quatre sœurs, des quatre filles du docteur March. Alors Meg est une fille plutôt tempérée, plutôt douce, plutôt à l'écoute, hein, qui parfois va même calmer le jeu et l'énervement de certaines de ses sœurs. Mais un de ses plus grands défauts, c'est d'être toujours envieuse des autres. Et donc c'est vraiment une jeune fille qui va souvent se plaindre de sa condition, hein, voilà, puisque la famille March n'est pas une famille qui a énormément de moyens, qui a énormément d'argent.
et donc elle est très souvent dans l'envie d'avoir des belles robes, d'avoir une situation financière plus simple que les autres. Et donc, ce qui va résoudre le problème de cette tendance vers l'envie, hein, l'envie qui fait partie des 7 péchés capitaux, c'est évidemment son mariage avec son beau prétendant, qui est ici John Brooke. Alors, John Brooke, que vous voyez ici, est donc le précepteur de Laurie. Donc, Laurie, c'est le voisin, ce sera le meilleur ami de Joe et donc un très proche de la famille Marsh. Et donc, John Brooke va faire la cour à Meg Marsh. Ça prendra un certain temps, mais toujours est-il que dans le roman, ce qu'on observe, c'est que le malheur de Meg, qui est qu'elle n'est pas satisfaite de sa vie, elle est envieuse de certaines situations, va voilà, disparaître progressivement grâce à une situation évidemment magnifique et majestueuse qui est le mariage et la maternité. Donc clairement, à travers la figure de Meg Marsh, on voit que ce qui rend une femme heureuse et qui va la sortir de ses pensées néfastes, c'est le mariage et la maternité, puisque Meg et John Brooke auront 2 jumeaux. Et donc, on voit clairement que progressivement, à travers le bouquin, voilà, c'est pas simple, c'est très compliqué la vie de couple, voilà. Mais il y a vraiment l'idée que le bonheur n'est possible, en tout cas à travers la figure de May, qu'avec le mariage et la maternité. Donc on n'est vraiment pas du tout dans une figure féministe hein, ici. On trouve vraiment une femme qui est dans l'air du temps, une femme qui se complaît, qui trouve son bonheur, enfin, qui limite son bonheur à la condition que la société lui donne. Alors maintenant, on va passer à un autre personnage hein, que vous avez ici, donc Beth, donc Elisabeth Marsh, hein, donc c'est une des plus jeunes sœurs de Joe Marsh. Hein. Alors, Elisabeth est aussi une jeune fille plutôt douce, plutôt calme. Alors, elle n'est pas du tout dans l'envie, elle est plutôt dans la paresse. C'est une jeune fille plutôt paresseuse, plutôt chétive, mais qui est vraiment à l'écoute des autres, qui est très calme et qui se complaît vraiment dans son intérieur. Et donc, elle prend énormément de temps à s'occuper de ses poupées. C'est une musicienne aussi, c'est quelqu'un qui va vraiment faire en sorte que l'intérieur de la maison de la famille soit propre, soit bien entretenu, etc., etc. Alors ici, la particularité de Belle, c'est que c'est la seule qui ne va pas se marier. Et donc, il y a en tout cas au début l'idée qu'une femme peut exister sans être pour autant mariée et avoir des enfants. Néanmoins, la possibilité d'une femme de s'exprimer dans la figure de Beth est plutôt fataliste et trash. Pourquoi? Parce que voilà, Beth est une plutôt pas vraiment une femme, hein, c'est une jeune femme, hein, dont l'appellation Little Women du roman. C'est une jeune femme, c'est une enfant qui va avoir énormément de mal à grandir et qui va être confrontée à la maladie. Et donc, dans un premier temps, elle va attraper la scarlatine, hein, voilà, elle va évidemment survivre, mais par la suite, on va vraiment voir qu'elle va être de plus en plus chétive, de plus en plus fragile. Et dans le roman, il est clairement expliqué qu'elle se laisse mourir. Hein. Il y a vraiment l'idée que comme elle ne sait pas remplir son rôle de femme, elle ne sait pas grandir, elle ne sait pas sortir du statut de l'enfant, comme ce n'est pas quelqu'un qui est ambitieux, dans le sens qu'il ne cherche pas spécialement à se caser, à se marier, elle ne veut pas, voilà, vivre, elle ne veut pas, on va dire, exister, puisqu'une femme ne peut pas exister à cette époque-là, en dehors du mariage et de la maternité. Donc là, on a une vision plutôt trash de la féminité, puisque à travers la figure de Beth, il y a l'idée que si une femme ne peut pas, on va dire, se complaire dans le mariage et la maternité, elle peut purement et simplement ne pas être. Ensuite, on a évidemment la personnalité de Amy, hein, donc qui est la cadette, la plus jeune des sœurs March. Hein.
Donc Amy, elle ressemble très très fort à sa grande sœur Meg, puisqu'elle est aussi dans la plainte constante, dans l'envie constante d'avoir plus de moyens, d'avoir plus de robes, de vivre dans une famille où il ne faut pas travailler, faire attention tout le temps à l'argent. Et elle rêve vraiment d'une maison, d'une famille où elle a tout ce qu'elle veut à disposition. Et donc, elle est vraiment une des 4 sœurs à affirmer que plus tard, elle se mariera avec un homme qui a les moyens et c'est exactement ce qu'elle va faire. C'est la seule qui aura accès à une certaine éducation, donc c'est la seule qui sera scolarisée. C'est la seule qui va vraiment se calquer, mais à 100%, sur la norme féminine de l'époque, puisque c'est la plus polie, c'est la plus prude, c'est celle qui a les bonnes manières de la femme du 19e siècle. Et c'est pour ça que du coup qu'elle ira en Europe avec sa grande-tante Marche, parce qu'elle présente bien, parce qu'elle est bien polie, parce qu'elle a les bonnes manières. Et un certain gentleman lui fera la cour, qu'elle refusera, parce que Amy, évidemment, a quand même été bien éduquée et qu'elle ne veut pas à tout prix se marier pour l'argent. Néanmoins, elle va évidemment se marier avec un homme qui aura énormément de moyens, puisque ce beau jeune homme n'est d'autre que leur voisin, voilà, Théodore Laurie, Lorenz, qui évidemment s'était plutôt entiché de Joséphine Marc, la protagoniste principale, dont je vous parlerai, excusez-moi, juste après. Et donc, Laurie va finalement se marier avec Amy. Donc, Amy va vraiment rentrer dans le carcan parfait de la femme modèle de l'époque qui, voilà, est bien éduquée et qui va réussir à être définie en tant que femme à travers son mariage et à travers, en plus, sa maternité, puisqu'elle aura des enfants. Ce que je voudrais ajouter, évidemment, en plus par rapport à Amy, c'est que elle était très ambitieuse au début puisqu'elle voulait absolument faire une carrière dans la peinture, dans le dessin, et que progressivement, voilà, ça ne va pas marcher. Et donc, il y a un peu cette idée que comme cette ambition-là ne marche pas, la seule ambition qu'elle peut avoir, c'est l'ambition de se marier et d'avoir une famille. Donc là, à travers ces 3 figures que je présente ici, donc que ce soit Meg, Beth et Amy, il y a vraiment une représentation un peu différente en fonction, évidemment des personnages de la femme, mais qui sont des représentations vraiment typiques et pas du tout ouvertes et féministes pour cette époque-là. Alors l'exception, et encore, moi j'appellerais même pas ça une exception, c'est le cas de Jo March que je vais vous présenter là maintenant tout de suite. Alors Jo March est donc la protagoniste principale de cet ouvrage qui est Little Women et elle est vraiment aussi la figure à l'image de son auteur qui est Louisa, hein. Et donc il y a énormément de traits de caractère de Jo qu'on retrouve aussi dans la figure de Louisa que je vous expliquais tout à l'heure. Alors Jo March a aussi, donc comme quasiment toutes ses sœurs, un grand défaut, hein. Donc on a vu que Amy et Meg, c'était plutôt l'envie. Chez Meg, on a la paresse. Et chez Jo, on a vraiment cet aspect colérique, donc la colère. C'est une femme qui, très souvent, est dans la colère, dans vraiment cette hargne qui est tout à fait compréhensible puisque c'est vraiment une jeune fille qui ne se complaît pas dans ce statut féminin. Donc elle est plutôt garçon manqué, c'est une femme qui a de l'ambition, c'est une femme qui veut faire des études, c'est une femme qui très rapidement et très vite remet en question l'idée que on passe de sa famille, de ses parents, ses frères et sœurs à un mari. Et donc, durant le 3 quarts du roman, il y a l'idée qu'elle remet ouvertement en question toutes les normes de féminine. Et donc, quand Meg se marie, elle n'est pas d'accord, elle ne comprend pas. Donc, selon elle, sa sœur abandonne sa personnalité qui elle est. Quand Beth décède et se laisse aller, ben voilà, pour elle, c'est un drame, hein, donc clairement, elle ne comprend pas. Il y a juste la réaction, évidemment, envers le mariage d'Amy et Laurie, qu'elle accepte. Mais toujours est-il qu'il y a toujours une réaction négative
face au destin de ses sœurs, dans le sens qu'elle ne reconnaît pas, elle ne veut pas, on va dire, que le bonheur de ses sœurs soit défini à travers les carcans que la société donne pour les femmes. Alors clairement, jusque-là, on peut considérer que Jo est une figure féministe, hein, puisqu'elle va clairement voilà, écrire pour aider sa famille, qu'elle va partir à New York pour apprendre, pour écrire. Donc il y a une forme d'indépendance envers sa propre famille qu'elle développe. Elle a un esprit critique. Mais la mort de Beth va, on va dire, complètement chambouler cette vision qu'elle a de la femme et elle va vraiment faire un énorme pas en arrière puisqu'elle va, à la suite de la mort de Beth, accepter son destin de femme et accepter sa position de femme. Alors, on ne parlerait même pas d'acceptation, je parlerais plutôt de fatalité. Elle va accepter la fatalité qui est d'être une femme. Elle acceptera évidemment de devenir elle aussi une femme mariée et avec des enfants. Et donc, il y a l'idée à travers tout le roman qu'elle remet en question la condition féminine, mais qu'elle l'accepte d'une certaine façon. Néanmoins, ce que je voudrais mettre en avant, c'est que elle ne l'accepte pas à n'importe quel prix, parce que clairement, l'homme avec qui elle va se marier, qui est donc le professeur Baer, qui est donc un homme, on va dire, assez intéressant, est un homme assez ouvert, qui ne veut pas du tout qu'elle voilà, qu'elle change. Il accepte cette envie de liberté, ce besoin de liberté. Il accepte qu'elle ait envie d'écrire, hein, donc il n'y a pas du tout l'idée que voilà, elle doit écrire sous un autre nom, qu'elle doit renoncer à l'écriture. Il accepte aussi cette ambition que Joséphine a de créer une école, d'éduquer des enfants à Concorde. Et donc, il y a l'idée qu'elle réussit d'une certaine façon à redéfinir une féminité et la condition féminine à travers néanmoins le mariage. Et donc, c'est là que je reviens sur l'idée que dans le bouquin de Little Women, il y a une avancée concernant le féminisme parce que on remet en question la condition de la femme, on va plus loin dans le sens qu'une femme peut être mariée mais avoir de l'ambition, on va plus loin dans le sens que la femme ne doit pas être définie par son mariage et sa maternité, il y a d'autres choses qui la définissent, mais malgré tout, surtout à cette époque-là, c'est très très compliqué de définir une femme en dehors du mariage et de la maternité, puisque le seul personnage qui fait ça décède et il s'agit ici de Beth. Donc, je terminerai par dire que ce que Joe March n'a pas réussi à faire, en fait, son auteur va réussir à le faire, hein, puisque concrètement, lui, il a réussi à faire ce que ces personnages n'ont pas fait. Elle a réussi à créer une vie en dehors du mariage, de la maternité. Elle a réussi à construire une vie autour de ses ambitions et ses envies, qui était l'écriture. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas écrit une fin comme la sienne? Parce que il fallait bien évidemment qu'elle respecte un minimum les normes de la société, hein. Donc je précise, en matière de féminisme et d'avancée des mœurs et des mentalités, c'est vraiment des choses qui doivent se faire progressivement. En général, choquer les gens, c'est pas quelque chose qui fonctionnait, surtout à cette époque-là. Et donc, dans le cadre évidemment de Little Women, on peut parler de féminisme, d'une forme de féminisme, mais c'est vraiment un féminisme qui est très léger, qui est très édulcoré, et donc on représente toujours les femmes à travers la maternité et le mariage, mais on mentionne l'idée qu'elles ont de l'ambition, qu'elles ont des idées, et qu'elles peuvent être définies en dehors de ces deux normes-là. Voilà, je vais terminer ma vidéo sur ceci. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt pour de nouvelles aventures.